Bienvenue à Taïwan. Bonjour et bienvenue à Taïwan. Je vous propose une découverte de cette grande île d'Asie située à 180 km à l'est de la Chine qui s'est appelée longtemps Formose, Formosa, la merveilleuse, comme la baptisèrent les navigateurs portugais quand ils atteignirent les côtes ici il y a 400 ans. Merveilleuse, Taïwan l'est à plus d'un titre et ce sont les Taïwanais francophones que je vais rencontrer qui vont vous le montrer. Merveilleuse d'abord par sa gastronomie. Car bien manger ici, c'est une priorité. On peut manger partout et à toute heure. Et pour découvrir cette passion pour la gastronomie, je vais rencontrer Michel. C'est une pâtissière d'exception qui a fait ses études en France. Elle m'attend pour le repas le plus important de la journée, le petit déjeuner. Alors vous êtes prêts? C'est parti pour un voyage en francophonie à Taïwan. Bienvenue en Taipei. Salut Michel. Salut Yvan, ça va? Ça va? Je suis très heureux de te rencontrer. Oui, moi aussi. On va commencer la journée avec la petit déjeuner typique taïwanais. Ici, c'est un restaurant très typique, c'est ça? On en trouve un petit peu partout ici à Taipei. Oui, en fait, à Taïwan, il y a beaucoup de restaurants pour le petit déjeuner. Il y a plein de chats différents. Et ici, c'est le plus typique, je trouve. Qu'est-ce qu'on mange le matin à Taïwan? En fait, le matin, à Taïwan, on mange beaucoup. Et il y a beaucoup de chats différents. Ici, on a le beignet frit. Il y a en train de préparer la pâte et mettre dans l'huile. Après, ça donne un peu de texture croustillant et moelleux à l'intérieur. Il y a aussi le rouleau fait avec du riz coulant. Oui, ça c'est très très bon aussi. C'est très typique taïwanais. Donc en fait, il y a plein de plats. Oui, et chaque restaurant c'est avec un style différent. C'est très différent. Donc on mange un petit déjeuner ensemble. Oui, ok. D'accord. J'ai déjà choisi quelque chose à vous goûter et j'ai déjà tout mis sur la table. Ah bah voilà, tout est là. Génial. Donc là, Michel, on a un petit échantillon de ce qu'on peut manger le matin à Taïwan. Quelque chose à boire. En fait, celui-là, c'est le lait de soja. Et celui-là, c'est fait par le riz et avec le cacahuète. Donc, ça donne un peu le goût de noisettes. Un petit peu sucré. Oui. Là, on retrouve notre pain pour notre tremper. beignet. Oui. Et en France, on trempe le croissant dans le café. Et à Taïwan aussi, on trempe le beignet dans le lait de soja et on mange ensemble. Michel, pourquoi ce moment du petit déjeuner il est vraiment si important pour les Taïwanais? À Taïwan, les gens se lèvent tôt. Et on travaille beaucoup le matin et donc il faut beaucoup d'énergie pour toute la journée. Donc à Taïwan, on prend le petit déjeuner avec beaucoup de choses différentes. Il paraît qu'on dit que le petit déjeuner, c'est le repas de l'empereur. Oui, c'est vrai. Ouais. C'est très important de bien manger ici pour les gens. Oui. Donc on va découvrir ça avec toi aujourd'hui? Oui. Bon, on s'y met? Oui. Ouais. Bon, ben bon appétit. Oui, bon appétit. La cacahuète là. Ça, c'est un peu épais, la texture. Ce que j'aime bien, Michel, quand on se promène dans ton quartier, c'est ces petites rues très intimes. Oui, en fait, Shilin, c'est un quartier résidentiel. Il y a beaucoup de bâtiments, c'est vraiment très typique taïwanais. Il y a un petit balcon avec beaucoup de plantes. Ouais, c'est mignon. c'est très intime. Ouais. Puis il y a cette petite pluie aussi, hein. On sent bien qu'on est sous les tropiques. Il pleut beaucoup à Taïwan. Hein. Il faut toujours avoir un parapluie avec soi. Oui. À Taïwan, il pleut beaucoup. Hein. Oui, ça c'est vrai. C'est pour ça on a l'occasion pour parapluie. Ah, c'est génial ça. Oui. C'est vrai, il pleut, il fait soleil, il pleut, il fait soleil. Oui, c'est pour ça il y a ça. Combien ça coûte à peu près pour louer un parapluie? Pour un jour, c'est 20. À peu près 1 euro. Moins d'1 euro. Moins d'1 euro. Génial. Bon, nous on a le nôtre. Ouais.
Alors, à Taïwan, il fait très chaud, donc il y a beaucoup de boutiques qui vendent les boissons frais avec les fruits, du thé aussi. Ah oui, parce que c'est là qu'a été inventé le bubble tea. Oui, en fait, dans cette rue-là, il y a 6 boutiques qui vendent les boissons. Oui. Il fait chaud, Oui. on s'en prend un petit. On va goûter? Ah bah oui. Ok. Bubble tea? Ah oui, bubble tea, oui. Oui. 白浪逐沙滩，没有椰林缀斜阳，只是一片海蓝蓝。 Et voilà, à ta santé. Merci. Bon, on continue la balade? Oui. Allez, on y va. Et je vais te présenter une amie, elle a une boutique de dessert taïwanais. D'accord. Et elle a aussi vécu en France, elle parlait français. Ah, génial. Elle s'appelle comment? Oui, Lumi. Lumi. Oui. 踩着薄暮走向余晖，暖暖的澎湃。 Bonjour. Bonjour, Lumi. Bonjour, Enchanté. Yvan. Enchanté. Bonjour. Donc, tu parles français alors? Pendant 20 ans, j'ai habité en France, à Paris. Et voilà, Tu es pâtissière aussi? pâtissier taïwanais. On fait du tofu pudding, c'est du soja. C'est vraiment comme le tofu, mais sucré. Et c'est le traditionnel dessert taïwanais. Alors, c'est quel type d'ingrédients? Tofu pudding avec les toppings haricots rouges sucrés. Je sais que les Français, vous n'aimez pas trop les haricots rouges sucrés, ça va être bizarre. Et les cacahuètes D'accord. et les boules un peu comme les tapioca. Donc, c'est une petite peau sucrée, du coup, les gens ils viennent chez toi. C'est ça. Par exemple, l'après-midi, comme le petit apéro, on prend un petit dessert avant de manger, avant le dîner. Ou comme il fait très très chaud, pour rafraîchissant, on mange les tofu pudding. Ah, merci. On va présenter ça. On va voir tes Merci. macarons. Oui. Merci beaucoup, Lumi. Merci. Merci, à bientôt. Bonjour, bienvenue au Pigeonnier, la seule librairie francophone généraliste à Taïwan. Venez avec moi. Le Pigeonnier a été fondé en 1999 par François Zilberberg, professeur de français à l'Université nationale de Taïwan. À partir de 2010, sa partenaire Sophie Hong a pris le relais. Et donc, nous, on est une librairie généraliste. Donc, vous voyez d'abord notre rayon FLE, français et langues étrangères. C'est un rayon très consulté par les Taïwanais qui veulent apprendre le français. Et par ici, vous allez découvrir notre rayon jeunesse. Nos clients taïwanais adorent les albums illustrés. Et là, je vais vous présenter notre rayon Taïwan. C'est un rayon que nous avons mis en place avec beaucoup de fierté puisqu'il y a la littérature taïwanaise, l'histoire et l'actualité, l'analyse de Taïwan, Chine, Hong Kong. Et vous allez trouver la littérature classique de Chine et contemporaine aussi. Donc, c'est assez complet. C'est un rayon que les Français qui veulent découvrir Taïwan, ils viennent ici. Le rôle de la librairie Le Pigeonnier est une passerelle entre les deux cultures, donc française et taïwanaise. Nous organisons beaucoup d'événements ici qui permettent aux francophones, par exemple, de connaître davantage Taïwan en français, mais aussi des événements en chinois qui présentent, par exemple, les œuvres françaises traduites en chinois ou bien d'autres événements qui permettent aux Taïwanais d'apprendre plus sur la France. Alors, je vais vous présenter ce coup de cœur, Les yeux de l'océan, écrit par Xiamen Lampo-an des éditions L'Asiatique. Xiamen Lampo-an, il est un écrivain autochtone de Tao. C'est une communauté aborigène sur l'île des Orchidées. Lui, il écrit une littérature de l'océan très singulière, très belle, et aussi les mythes de son peuple. Donc, vous allez découvrir Taïwan d'une autre facette grâce à son écriture.
Oui, on est dans le marché traditionnel à Taïwan. On peut trouver beaucoup de nourriture partout et tout n'est pas cher. Si on veut manger toute la journée, on peut quoi? Oui, on peut trouver les choses à manger. Voilà, on est arrivé à mon atelier de la pâtisserie. L'atelier de Mademoiselle O. Oui, bienvenue. Merci. Ça y est, Michel, je suis prêt à faire les macarons avec toi. Ok. Alors, c'est quoi ta recette? Oui, en fait, ça c'est le macaron avec le parfum, fruit de la passion et chocolat au lait. Pas mal. Oui, j'aime bien. Mélanger les deux? Oui, D'accord, je te regarde faire. ok. Regarde. Je fais la ganache. Et après, au milieu, je fais un agar de fruit de la passion avec la mangue. Donc ça donne un goût d'acidité. D'accord. Oui. Bon, est-ce que je peux essayer? Oui. Ok, donc je mets comme ça. Oui. Ok, je presse. Oh, ouais. Là. Oui. Hey, pas mal. Ok. Après- C'est un peu n'importe quoi, mon macaron, là. Mais ça se mange. Professionnel, amateur. Avant d'être pâtissière, Michel était contrôleuse de gestion. Elle décide de tout abandonner pour étudier la cuisine en France. Elle suit une formation à l'école Ferrandi de Paris. Elle se spécialise dans la pâtisserie et travaille dans plusieurs palaces prestigieux de la capitale française. Elle revient à Taïwan avec dans ses valises une parfaite connaissance du français et un savoir-faire, notamment pour les macarons qu'elle développe avec succès dans son atelier. Des macarons avec une touche française, comme ceux qu'elle prépare au Roquefort. En fait, la première image que j'ai vue en France, c'est le 3 de Paris. Et j'aime bien la couleur la combinaison de cette couleur. Donc, quand je créais mon atelier de pâtisserie, j'ai choisi ces 3 couleurs pour l'image. Donc, avec la couleur gris, bleu de 3. Ouais. Et aussi le cheminée. Ça, c'est la couleur de cheminée. Ça, c'est la couleur de bâtiment. Donc, En fait, déguster un macaron comme celui-ci, c'est un peu comme se sentir à Paris, mais à Taïwan. oui, c'est ça. C'est génial. Je déguste jusqu'au bout. Merci. OK. Installé dans les locaux d'un établissement scolaire de la capitale, le lycée international français de Taipei a été créé il y a 3 ans à l'initiative de parents d'élèves qui souhaitaient scolariser leurs enfants en français. Le lycée homologué par l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger accueille aujourd'hui 120 élèves de la primaire au collège, dont 25% de Taïwanais, la plupart binationaux. Aujourd'hui, cette nouvelle école française accueille 30 à 40 élèves de plus chaque année. Ce succès est dû non seulement à une équipe de professeurs français et taïwanais très engagés, mais aussi à une approche des langues innovantes avec une scolarité trilingue en français, en anglais et en chinois. Les enfants qui maîtrisent peu le français sont accompagnés dans leur apprentissage par Solène, qui est professeure de français de langue de scolarisation. Pendant que le reste de la classe fait une activité avec leur professeur, elle prend à part des élèves qu'elle appelle des néo-francophones et réalise des activités avec eux pour les aider à mieux s'insérer dans le cursus scolaire en français. OK, 4 points pour moi, 4 points pour toi, prenez. Un néo-francophone, ça veut dire un élève qui apprend le français pour la première fois et souvent qui ne parle pas le français à la maison. C'est stressant, ça peut faire peur. Donc souvent, nous, les profs de français langue étrangère, mais donc aussi quand on travaille à l'école de français langue scolaire, on sait exactement qu'est-ce qu'on va enseigner d'abord et aussi comment on va parler pour que l'enfant comprenne petit à petit. À un moment donné, c'est qu'ils se permettent de s'exprimer, de communiquer en français. Et éventuellement, c'est s'amuser. 1, 2, 3, très bien. Et en chinois, yo, c'est combien de mots? Il y a un seul mot en chinois. Yo, 一个香蕉. Alors, il y en a plus en français ou il y en a plus en chinois? Dans la classe de Marine, les élèves passent allègrement du français à l'anglais au chinois. 3 langues parlées par cette professeure des écoles qui ne voit dans l'utilisation de ces langues en classe que des avantages.
Tout de suite, on voit que les élèves sont plus à l'aise, ils osent plus. Et puis l'intérêt, c'est qu'ils se posent des questions. Ah, bah, je sais ça en chinois. Est-ce que je peux pas, avec mes quelques mots de vocabulaire, faire la même chose en français? Puisque la maîtresse, la dernière fois, a bien montré que le mot est à la même place. Donc même si les conjugaisons ne sont pas maîtrisées, les élèves vont déjà comparer les deux langues. Sans se poser trop de questions. Je pense qu'il faut emmener la réalité de ces enfants qui parlent plusieurs langues à la maison, il faut l'emmener dans l'école. Toutes les langues sont des outils de communication. L'objectif, c'est que mes élèves parlent. Bien sûr, dans l'école française, on veut qu'ils parlent français, mais je veux qu'ils soient capables de communiquer, et le français, ça se construit par-dessus leur langue maternelle ou une des deux langues qu'ils parlent à la maison, le mandarin ou l'anglais, par exemple. Aujourd'hui, de plus en plus de parents taïwanais souhaitent inscrire leurs enfants dans l'établissement. Anthony, le directeur, y voit plusieurs raisons. Ils voient l'école française donc pour des nouvelles méthodes éducatives, mais également en fait une ouverture pour apprendre le français, pour apprendre l'anglais, en plus du mandarin qu'ils ont déjà. Donc pour eux, ça va être une ouverture après sur des universités en Europe, en France, et puis évidemment d'être trilingue. Finalement, c'est ça pour eux l'attrait principal également. Alors en fait, ici, Michel, on est dans la rue la plus ancienne de Taipei. Oui, en fait, on est à Dadaochen, c'est la rue principale. Il y a beaucoup de bâtiments historiques et aussi il y a les magasins de thé, il y a un magasin des herbes médicinales séchées. Ici, on peut trouver beaucoup de choses intéressantes, de mélange les nouveaux et anciens. J'aime bien l'atmosphère ici. Oui. Maintenant, on arrive à temple Xiahai Chenhuang, c'est le temple de l'amour. De l'amour. Oui, et c'est très célèbre pour les jeunes qui viennent pour prier. Et ce temple, c'est plus que 100 ans. 100 ans. Bon, on va prier pour l'amour alors. Oui. Ça me plaît bien l'idée. À la fin de notre voyage culinaire, je t'amène au marché de nuit le plus célèbre à Taipei. Le Raro Street Night Market. Yes. On y va. En fait, Michel, le marché de nuit, c'est à la fois un marché où on peut manger, un marché où on peut acheter. Oui, en fait, à Taipei ou à Taïwan, on a beaucoup de marchés de nuit. Et chaque marché de nuit avec le stand différent. Ici, on peut trouver un peu tout. On peut trouver quelque chose à manger avec différents styles. Puis en même temps, tu peux acheter des sous-vêtements si tu veux. Oui, c'est ça. On peut faire ça. Et toi, tu viens souvent ici avec des amis? De temps en temps, avec mes amis, on aime bien visiter le marché de nuit, manger quelque chose. Et donc, on va se trouver un petit endroit Oui. Pour manger? Oui, bien sûr. Ah, et voilà. Voilà. Donc ça, c'est quoi? Alors, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est la côte porc marinée dans la soupe herbe médicinale. Waouh, Oui, d'accord. c'est un Donc, peu spécial. on peut manger et guérir en même temps. Oui, c'est ça. Super, génial. Bon, d'accord. Michel, qu'est-ce que la connaissance de la langue française t'a apporté dans ta vie et aussi dans ton travail? En fait, la langue française m'a ouvert la porte pour le monde entier. Et j'ai pu communiquer avec les gens dans le monde. Et aussi, j'aime bien partager ce que je connais, ma culture, pour les gens de différents pays. Alors, si tu avais un mot Oui, pour définir la gastronomie taïwanaise, ce serait lequel? oui, c'est le partage. C'est vrai. Ouais. Eh ben, oui, on partage. Oui, on partage tout. On partage tout. Merci beaucoup, Michel, pour ce voyage culinaire à travers Taipei. J'espère que j'ai bien aimé. Adoré. Bon appétit. Merci. Je vais maintenant retrouver Vincent, ça fait 10 ans qu'il habite à Taïwan et il partage sa vision de l'île dans un guide culturel très personnel. Et il fait revivre depuis 2 ans une histoire méconnue, celle de la présence française à Taïwan il y a 140 ans. Pour me la raconter, il m'a donné rendez-vous à Keelung, c'est dans le nord de l'île.
Après avoir travaillé dans le tourisme au Japon pendant plusieurs années, Vincent s'installe il y a 10 ans à Taipei pour ouvrir son agence Curious Taiwan, où il propose aux touristes francophones des circuits pour visiter l'île hors des sentiers battus. Il découvre alors l'histoire méconnue de la présence militaire française à Taïwan de 1884 à 1885 lors de la guerre franco-chinoise. Il est pris de passion pour cette histoire qu'il veut faire revivre avec d'autres membres de l'association du souvenir français. Pour me la raconter, il m'attend dans l'un des anciens forts qui domine la ville de Keelung, tout au nord du pays. Salut Vincent. Salut Yvan, comment tu vas? Bah super. Il fait chaud ici quand même. Hein. Un petit peu chaud, un petit peu de moustique, bon. Assez étonnant comme endroit. On a l'impression que la végétation a repris le dessus sur les bâtiments et puis même sur l'histoire. Parce que c'est un lieu historique. Elle a repris parce qu'on n'en a plus besoin aujourd'hui, mais à une époque c'était quand même des positions très importantes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui les fortins comme ça en briques c'est plus trop d'actualité. C'est quoi l'histoire de la présence française? Les Français ils sont venus en 1884 quand ils étaient un peu en conflit avec la Chine et qu'ils essayaient de faire pression. Et donc effectivement en octobre 84 l'amiral Courbet il est venu à Keelung. Il s'est installé, il a pris le contrôle de tout le port et aussi de toute la ligne de crête qui est derrière, où il y a encore des fortins aujourd'hui français, alors disons des ruines de fortins français, qui sont toujours là. Tu vois cette rade, et là c'est les positions françaises, on voit encore les bateaux de l'époque quand ils se sont installés. La rade permet vraiment de protéger les bateaux des intempéries et de contrôler ce grand port de commerce de Keelung, qui est aujourd'hui le deuxième plus grand port de Taïwan. Et les forts étaient où alors du coup? Les forts français ils sont toujours sur la ligne de crête, puisque les bateaux étaient dans la rade et pouvaient assez facilement protéger grâce à l'artillerie toutes les positions françaises qui étaient avant la montagne. Et les Français se sont perchés sur la montagne, sur toute cette ligne de crête ici, afin d'empêcher les Chinois de reprendre les positions, sans vraiment d'ambition d'aller plus loin que ça. D'accord. Donc il y a eu des combats ici de l'armée française? Il y a eu des combats, surtout le 1er octobre, quand ils ont pris la position. Il y a eu à peu près 15 à 20 morts français, de mémoire un petit peu plus. Beaucoup de blessés, les Chinois ont eu des très très lourdes pertes aussi. Et derrière, malheureusement, les grosses pertes se sont faites avec la malaria, avec les moustiques, plus qu'avec... On les sent bien ici. Hein. Plus avec la bagarre. Bon, maintenant ça va, tu risques rien. D'accord. Et donc beaucoup de morts, et ce qui fait que à Taïwan, on a dû enterrer nos soldats, et on a une zone avec un cimetière français, Taïwan. Ah, tu m'emmènes? Allez, ouais, bien sûr, on est parti. Allez. Et voilà, on est arrivé, le cimetière français de Keelung. Il est en plein centre de la ville. En plein centre de la ville, tu vois, ça fait assez longtemps maintenant qu'il est là. Alors il a été refait il y a 2 ans, mais à une époque, il y avait jusqu'à 300 tombes ici, qui étaient entremêlées, on ne savait pas vraiment tout, puisque les Chinois, ils ont rapatrié tous les corps de tous les soldats français morts à Taïwan ici. Et puis là, quand même, on a fêté les 140 ans de la bataille sino-française. Donc le cimetière a été réaménagé par la mairie de Keelung, et on retrouve un espace un peu plus agréable à promener. Et écoute, tu vois, même ici, il y a une lettre qu'un soldat a écrite à sa mère quand il est arrivé à Taïwan, qui montre un petit peu aussi la présence des soldats, parce qu'on a les officiers, bien sûr, qui ont des tombes qui ont été entretenues par les familles, mais on a aussi beaucoup de soldats qui sont tombés. Et ça, c'est la mairie de Keelung qui l'a mis en place avec un artiste, qui nous relate en fait la lettre de ce jeune homme, René Cotin, à l'époque, quand il est arrivé ici. Pour un soldat français, être ici à Keelung, à Taïwan, on est très très loin de la France. C'est loin, imagine. Alors aujourd'hui, c'est pas trop dur, tu prends l'avion, mais à l'époque, c'est des mois de bateau, et puis des conditions sanitaires discutables, compliquées. Donc non, c'était dur pour les jeunes. Donc une œuvre artistique pour raconter ça. Voilà, c'est un petit poème qui a été repris, et ça remet un peu l'humain au milieu des fois des conflits qu'on oublie bien souvent. Oui, finalement, ici à Keelung, on est dans le lieu le plus emblématique, le plus physique de l'histoire entre la France et Taïwan. Les gens de Keelung, ils ont un attachement à ce point d'histoire français qui est peu connu, qui est culturellement peut-être peu signifiant pour le pays, mais malgré tout, les gens, ils savent que c'est arrivé. Ils honorent la présence française, ils honorent les soldats français à chaque fois qu'il y a le mois des esprits, qu'il y a des commémorations où il faut apaiser les âmes des gens défunts. Les Taïwanais, ils vont toujours le faire, ils vont toujours être présents, en nombre en plus, avec vraiment beaucoup de positivité, dans une ambiance pacifiste. Et là, c'était les 140 ans de l'anniversaire de la guerre. On est vraiment plutôt dans la concorde que dans le rappel commémoratif énervé, agressif. On est vraiment dans le pacifisme. Donc c'est plutôt une belle histoire. C'est une belle histoire, je pense. Ouais. Sympa ces immeubles tout colorés. Oui, c'est un peu iconique à Keelung aujourd'hui. Plus que le cimetière, mais quand même. Ouais.
Pourquoi tu as souhaité faire revivre cette histoire, la ressortir finalement du passé et la faire connaître aujourd'hui? En fait, c'est notre seul lien entre Taïwan et la France. Et aujourd'hui, moi, les clients, quand ils me contactent, en général, ce qu'ils ont dans l'idée de Taïwan, c'est une île-usine, c'est made in Taiwan, c'est éventuellement la Chine-Taïwan, les conflits, des choses comme ça, parce que c'est ça qu'ils ont en lumière. En réalité, on a un passé qui est plus riche que ça, avec une histoire un peu plus longue qu'on pourrait croire. Et c'est vraiment passionnant aussi de rentrer dans la petite histoire pour parler d'une relation culturelle entre deux pays. Ça fait déjà plusieurs années que tu vis dans ce pays. Qu'est-ce que tu aimes plus particulièrement dans cette île? Bon, les gens, c'est vraiment la ressource principale. Alors, c'est une île tropicale, on a les barrières de corail, les tortues de mer, les dauphins, les baleines, on a vraiment tout ça, mais Taïwan, ça te touche profondément parce que quand tu viens, tu voyages ici, et je pense que tu pourras demander ça à plein de gens. En général, ce qui se rappelle, tout était beau, c'était super et tout, mais les gens étaient incroyables, les gens étaient accueillants, les gens étaient chaleureux. Donc, je pense que c'est le côté humain de l'île qui fait toute la différence par rapport à nos voisins. Alors, si tu avais un mot, Vincent, pour définir Taïwan, ce serait lequel? Ouais, chaleureux, vraiment. Chaleureux, c'est ce qui se représente le plus. Tu auras rarement une mauvaise expérience et les gens t'aideront toujours, t'inviteront à boire un thé, à manger un truc. Enfin, voilà, chaleureux. C'est très humain. Écoute, merci Vincent de m'avoir fait découvrir cette histoire de la présence française ici à Taïwan. Merci à toi. Alors notre voyage ne s'arrête pas ici dans le nord à Keelung. Je vous donne rendez-vous très prochainement sur TV5 Monde pour la suite de la découverte de cette francophonie taïwanaise assez étonnante. Nous irons à Penghu, qu'on appelle l'île des pêcheurs, et puis aussi à Kaohsiung, la plus grande ville portuaire de Taïwan. D'ici là, eh bien, portez-vous bien où que vous soyez sur la planète francophone. Salut!